Oui, j'ai trouvé ce titre très Gainsbourg, Jane Birkin, hein, France-Italie, je t'aime moi non plus. Je vais essayer de l'illustrer avec ce sous-titre un peu pédant, Réflexion historique et politologique sur les relations franco-italiennes. Mais je vais m'en expliquer tout de suite. Ben, c'est vrai, tu viens de le dire, Jean-Yves, que très souvent, on présente la France et l'Italie comme deux sœurs latines, ce que j'illustre avec ce document de la fin du 19e siècle qui montrait justement l'union des deux sœurs latines et qui est un élément qui est très souvent avancé quand on veut parler des relations entre les deux pays. Je précise que cette même expression existe aussi du côté italien. Donc, a priori, c'est cette proximité de l'Italie avec la France, de la France avec l'Italie dont il va être question. Et en même temps, je vais essayer justement de le montrer, ces relations sont en effet très complexes. Alors si on parle de ces deux sœurs latines, c'est à partir des réalités, d'ailleurs tu viens de le dire, hein, c'est deux pays qui ont des très fortes relations. Et effectivement, on peut prendre l'exemple des relations économiques. Alors, troisième relation économique et commerciale. Pour vous donner une idée, on a fait un calcul récemment que l'Italie et la France ensemble, ça représente près de 29% du PIB de l'Union européenne. Donc c'est vraiment deux pays qui ont des relations extraordinairement fortes. Et de ce point de vue-là, ces deux pays sont les deuxièmes partenaires commerciaux, avec une Italie qui importe des produits français et vice-versa. On parlait du Beaujolais, peut-être que ce soir en Italie, ça m'étonnerait, on va boire du Beaujolais. En général, il y a quand même une concurrence très forte. Et vous savez, pour justement illustrer cette soirée, puisqu'on parle du Beaujolais nouveau, que les Italiens sont en train de tailler des croûtes très importantes au champagne, puisque c'est le Prosecco qui est en train de l'emporter au niveau mondial, et que l'apéritif qui est maintenant réputé dans tout le monde, c'est le Spritz, qui a effacé le kir, par exemple. Donc les Français ne sont pas contents. Et en faisant cette petite anecdote, je veux toucher justement cette question des relations, encore une fois, plus complexes qu'il n'y paraît. Et je crois, et je vais être un peu provocateur, qu'il faut vraiment faire un effort pour sortir des clichés, des stéréotypes que l'on a et qui, de ce point de vue-là, traduisent en fait une méconnaissance. Parce que tout le monde pense que justement, on a une bonne connaissance de l'Italie ou on a une bonne connaissance de la France quand on est italien. Alors je vais essayer d'illustrer avec un exemple qui m'est arrivé très très fréquemment, et avec à toi aussi Jean-Yves, soit de collègues d'universitaires, soit, excusez-moi de ces références, mais de chefs d'entreprise, de responsables politiques qui arrivent en Italie. Il se trouve que pour différentes raisons, je suis à côté d'eux et qui me disent « Ah, vous savez, il n'y a aucun problème, moi, je ne parle pas italien, mais je le comprends. » Bon, très bien. Et un Italien ou une Italienne commence à parler et au bout de 2 minutes, la personne se retourne vers moi en disant « Mais pourquoi il parle aussi vite ?» Je dis « Non, il parle normalement. Simplement, c'est beaucoup plus compliqué effectivement, qu'on ne croit de comprendre l'italien. » Et donc, on a une série de clichés qu'on a tous, positifs sur l'Italie. Bel paese, le pays de la gastronomie, le pays évidemment du plus grand patrimoine culturel sur un même territoire, ce qui est effectivement une réalité. La beauté italienne, qui est un élément important. Les hommes sont beaux, les femmes sont supposées être belles aussi, tout le monde est merveilleux. Et du côté italien, on a aussi un certain nombre d'éléments comme ça, de clichés sur la France. Comme vous le savez, les clichés, les stéréotypes parfois peuvent avoir une parcelle de vérité. Les Français sont nationalistes, sont arrogants, c'est un pays centralisé, il n'y a pas la diversité de l'Italie. Je crois qu'il faut vraiment qu'on sorte de ça, et c'est un élément tout à fait important. Et il y a une notion qu'on peut développer à cet égard, ce qu'on appelle le paradoxe de la proximité. C'est-à-dire, effectivement, ces deux pays très proches, géographiquement, culturellement, l'importance de la langue latine comme origine, bien évidemment, l'importance justement de la culture. C'est pas par hasard que je faisais allusion à la gastronomie. Nous sommes deux pays où c'est un élément de notre culture, avec encore une fois des rivalités entre les deux. Il y a parfois des dîners, y compris avec les plus proches amis italiens, qui tournent au vinaigre, c'est le cas de le dire, quand on compare les vins ou les fromages, par exemple. Bon, mais c'est ce qu'on appelle le paradoxe de la proximité. On se croit proche et parfois on est
très éloignées. Hein. C'est ça le paradoxe de la proximité, et qui fait que, comme je l'ai indiqué, en fait, et c'est ça le point fondamental, c'est une relation très souvent asymétrique entre les deux pays, d'un point de vue de l'histoire, d'un point de vue d'une histoire plus profonde, et encore peut-être plus encore durant ces dernières années. Et c'est ce que je vais voir avec vous en expliquant que, si j'ose dire, la thèse de l'intervention, le propos de mon intervention, le fil rouge de mon intervention, c'est de vous dire que la relation franco-italienne, c'est une alternance de grandes périodes, c'est vrai, de proximité et de convergence, et une alternance donc de moments de crise qui caractérisent la relation franco-italienne. Donc elle n'est pas une sorte de voie unique, de ligne rectiligne, c'est cette alternance qui caractérise la relation un peu passionnelle qui existe entre nos deux pays d'un point de vue historique et, encore une fois, dans le présent, et c'est pour ça que j'ai appelé ça réflexion historique et politologique. Mais l'autre élément un peu de complexité, justement, à introduire, c'est qu'il ne faut pas penser la relation franco-italienne uniquement comme une relation bilatérale. Ça, c'est vraiment un élément important parce qu'on a tendance à se focaliser sur ce bilatéralisme, la France, l'Italie, l'Italie et la France. Sans vouloir intégrer beaucoup d'autres paramètres, je crois que surtout sur la période qui m'intéresse, et la période qui m'intéresse, c'est celle qu'a indiqué Jean-Yves, c'est l'après 1945, même si je vais faire un petit retour évidemment en arrière avant, qui est absolument indispensable à faire. Il y a au moins 2 autres pays avec lesquels il faut penser, concevoir cette relation. Et ces 2 pays, c'est l'Allemagne et c'est les États-Unis. Et même, on pourrait dire, l'Union soviétique à une certaine époque et la Russie. C'est-à-dire, quand on pense la relation de ce paradoxe de la proximité, nous sommes proches en même temps, nous sommes éloignés, parce que très souvent, nous nous connaissons mal, entre Français et Italiens. Il faut aussi intégrer le fait que la France a un certain type de rapport avec l'Allemagne, surtout après 1945. Je le dis tout de suite, pour la France, la priorité, c'est l'Allemagne, c'est pas l'Italie. Et on peut l'illustrer à plusieurs reprises, et dans la discussion, on pourra y revenir. Et ça a des incidences dans notre politique étrangère, dans notre rapport à l'Italie. Et c'est ce qui énerve profondément l'Italie, mais ça remonte à une histoire encore plus ancienne, hein, mais particulièrement depuis après 1945. L'Italie se sent être un élément, c'est pas dans un couple à 3, c'est un élément qui intervient lorsqu'il y a une crise entre la France et l'Allemagne. On se souvient, la France, l'Allemagne, qui a un autre partenaire qui est l'Italie. Donc il y a cette idée de la frustration italienne par rapport à ces 2 grands pays, et puis il y a la relation avec les États-Unis, on verra pourquoi. Donc on va se consacrer sur l'après 19... Je vais me consacrer sur l'après 1945 pour expliquer, pour comprendre ce paradoxe de la proximité. Alors évidemment, si vous voulez en savoir plus, échange de bons procédés dans cette relation complexe, c'est le livre de Jean-Yves et de ses collègues. Ce n'est pas un renvoi d'ascenseur, hein, mais c'est vrai qu'ils ont fait un très beau travail, ils sont mis à 3 pour faire ce livre sur la France et l'Italie, histoire de 2 nations sœurs. Justement, ces 2 sœurs latines, c'est le sous-titre de ce livre, et donc pour ceux qui veulent et celles qui veulent compléter ce que je veux dire, et en 1 heure évidemment je ne pourrai pas tout prendre en considération, il y a ce livre qui dit beaucoup de choses. Donc, je vais, moi, me concentrer sur la dimension politique, essentiellement. Donc, je laisse beaucoup d'autres aspects, les aspects de côté, les aspects économiques ou les aspects culturels. Je me concentre sur les aspects politiques. Alors, si on retourne justement dans cette relation complexe, je crois qu'il faut partir d'un certain nombre de fondements. Pour un certain nombre d'entre vous, c'est une évidence, mais je préfère les rappeler. La France, comme on le sait, est un État-nation qui s'est construit sur une très longue période, c'est vrai, centralisé, même s'il y a eu des opérations de décentralisation ces dernières années, plus ou moins abouties, avec un État fort, même si là aussi, d'un point de vue historique, il faudrait nuancer beaucoup ces éléments-là, mais j'indique ces grandes tendances. Un État fort, un pays qui a connu la Révolution française, qui a eu des échos en Italie, un pays qui a connu un empire colonial extraordinairement important,
et un pays qui a été caractérisé à la fois par la République. Je fais évidemment une simplification historique et je suis désolé d'être dans ces simplifications, mais je crois qu'il faut avoir ces éléments en tête. Un pays où la question de la laïcité est très importante. Et si je prends cette question de la laïcité, c'est pas par hasard, c'est qu'elle a existé aussi en Italie, mais elle n'a pas du tout la même force, la même vigueur, le même sens encore de nos jours. Et je sais que beaucoup de Français, lorsqu'ils arrivent en Italie, qui connaissent mal ce pays, sont parfois étonnés de voir que, par exemple, s'ils rentrent dans un palais de justice, en général, on y rentre assez peu, mais qu'on voit qu'il y a une croix qui est... Pardon ? Ou dans les universités, une croix. Juste un exemple, parce que Jean-Yves m'a dit n'hésite pas à prendre des exemples, parce que je crois que la fréquentation d'un pays étranger comme ça, et c'est un élément très important, suppose une immersion dans ce pays. Je fais une petite parenthèse importante. Le grand historien américain Stephen Kaplan nous a expliqué ça, comment on travaille quand on est étranger sur un autre pays. Stephen Kaplan est un des plus grands spécialistes de la France, de l'Ancien Régime, de la Révolution française. Il a fait un très beau livre autobiographique sur donc lui-même. Et quand il explique dans ce livre qu'il faut être à la fois insider et outsider quand on travaille sur un autre pays. Outsider, c'est-à-dire de rester toujours un peu éloigné, parce que justement, c'est le regard éloigné de Claude Lévi-Strauss, hein, vous voyez des choses que les gens du pays ne voient pas. Bon. Et inversement, insider, disait-il, c'est se immerger dans ce pays, essayer de comprendre de l'intérieur, en quelque sorte s'imbiber, s'acculturer complètement. Et il prend un exemple que je trouve très très révélateur. Il dit parfois il y a des gens qui riaient de plaisanteries que je ne comprenais pas. Il parle un français comme vous et moi, hein, un français comme vous et moi. Il disait du coup qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai passé des heures à écouter les grosses têtes sur RTL. Pourquoi ? Parce que je voulais comprendre des formes de plaisanterie que sinon je n'aurais pas compris. Et donc ça a été tout un effort. De même, pour toute personne qui fréquente un pays étranger, beaucoup, moi ça fait donc, je suis un homme âgé, donc depuis 1986 que je fréquente l'Italie, encore aujourd'hui, il y a des choses qui m'échappent, et parfois dans des discussions avec des amis, des camarades, des copains, tout à coup ils font allusion à un air de musique par exemple, qui m'échappe complètement parce que je ne l'ai pas connu. Donc, il faut faire cet effort. Je referme cette parenthèse. Et la question de la laïcité, je vais vous l'illustrer comme différence avec l'Italie, avec une anecdote personnelle. J'ai été invité, il y a quelques années, au moment de l'élection du pape Benoît XVI, j'ai été invité à faire une conférence devant les sous-préfets qui étaient à l'École nationale d'administration italienne. Bon. Et j'arrive, la directrice me reçoit et me dit « Écoutez, monsieur le professeur, est-ce que vous accepteriez de retarder un peu votre conférence parce qu'on attend les résultats du synode, du concile, je ne sais plus quelle est la structure, enfin, pour savoir qui sera le pape. » Je suis un peu étonné, bon, mais d'accord. Et j'écoute cela et on nous apprend que c'est donc Benoît XVI. Au moment où Benoît XVI donc, se présente aux fenêtres du Saint-Siège, il parle et il bénit la foule. Tous les gens qui étaient là, la directrice, tous ces jeunes sous-préfets se signent. Sous-préfet de la République. Je me suis dit dans ma tête, mais vous imaginez une conférence à l'École nationale d'administration où on se traiterait pour suivre l'élection du pape et tout le monde se signerait, quelque chose qui avait choqué un Italien qui s'appelle Sergio Romano, qui a été un grand historien, un grand diplomate, qui explique que quand il a été diplomate, on lui a demandé de jurer sur la Bible et il a refusé. Et il a dit, j'ai été le seul à refuser. J'ai été prêt à jurer pour la République, mais pas pour l'Église catholique. Cet exemple vous montre la différence. Donc, répétons, ces éléments fondamentaux. France, donc, longue histoire de la construction d'un État-nation, un État centralisé avec toutes les nuances qu'il faut introduire à cet égard, mais c'est le trend, la tendance dominante, l'importance de la Révolution française dans notre pays, la République, la laïcité et un empire colonial important. Au regard de cela, l'Italie, comme vous le savez, État récent, une très grande diversité, justement parce que l'État est récent, et de ce point de vue-là, cette diversité, vous pouvez la connaître encore aujourd'hui, car encore aujourd'hui, des dialectes sont très parlés, beaucoup moins que par le passé, mais encore aujourd'hui, moi par exemple, je suis supposé bien connaître l'italien, je ne comprends pas un napolitain quand il commence à parler napolitain. Et cette diversité, le napolitain a parfois encore du mal
à se comprendre avec un habitant du fin fond de la Vénétie. Donc cette diversité est vraiment très importante. Elle est parfois d'ailleurs un motif à la fois de conflit en Italie, entre le nord et le sud, mais aussi un motif de fierté d'avoir cette diversité. Enfin, un pays qui n'a pas connu l'équivalent d'une révolution française, où la laïcité est beaucoup plus compliquée et qui a eu un moindre empire colonial. Vous allez vous dire, mais pourquoi il nous raconte ça? Ça a une allusion, je le fais tout de suite au présent. Actuellement, la présidente du Conseil, Mme Giorgia Meloni, essaye de pénétrer en Afrique du Nord, dans le Maghreb et dans l'Afrique subsaharienne, où elle a déjà des relations très fortes avec la Tunisie et la Libye, en avançant un argument, nous n'avons pas la même histoire coloniale que la France dans vos pays. Et donc c'est un élément aujourd'hui de stratégie politique qui est en train de ressurgir. Bien, ça c'est les grandes tendances de la diversité, de la différence entre la France et l'Italie. Alors attention, par exemple, les idées françaises, les idées des Lumières, les idées de la Révolution française, les idées de la laïcité ont influencé une partie d'Italie. Ce n'est pas bloc contre bloc, c'est des interpénétrations, des interrelations, mais c'est des éléments qui construisent ce que nous, historiens, on a tendance à appeler des formes de culture politique, d'un côté comme de l'autre. Et ces éléments sont tout à fait importants et on pourra y revenir dans la discussion. Je voudrais, à cet égard, prendre 3 exemples de la complexité de la relation franco-italienne avant 1945, qui montrent encore une fois que ceux qui disent aujourd'hui deux sœurs latines, on a toujours été ensemble, notre grande amitié, occultent justement des moments où il y a eu des tensions. Je vais prendre 3 exemples. Le premier, très connu, mais Jean-Yves est le grand spécialiste, l'unité italienne. L'unité italienne où dans un premier temps, la France a favorisé une unité italienne, en gros jusqu'en 1859-1860, et pour différentes raisons, Napoléon III se méfie un peu de cet État en train de naître et protège les États pontificaux jusqu'à la défaite française face à la Prusse, enfin au début de la guerre, et la garnison française qui protégeait les États pontificaux va être retirée, ce qui va permettre à l'unité italienne de s'achever avec l'entrée des troupes de l'unité italienne dans la capitale de Rome. C'est un moment de tension très forte entre la France et l'Italie, de 1860 à 1870, il y a 10 années de tension. Je pourrais prendre beaucoup d'autres exemples, encore une fois, ici je fais des choix. Deuxième exemple, c'est celui de la Première Guerre mondiale, de la montée des nationalismes, avec cette idée très forte en Italie, justement, que l'Italie, comme l'Allemagne, jeune nation, a besoin de s'imposer par rapport aux grandes nations qui existaient déjà, en particulier la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni et la France. Et il y a cette idée de l'Italietta, la petite Italie qui doit s'imposer, qui a besoin justement d'avoir un empire, d'essayer du côté de la Libye, de s'implanter, de le faire. Il y a cette idée donc, du nationalisme italien qui va traverser toute la péninsule et qui est un moment aussi de construction de l'État-nation italien. Et évidemment, le problème, c'est dans cette montée des nationalismes, le choix des alliances. Et dans un premier temps, l'Italie est dans la triplice, c'est-à-dire alliée avec l'Allemagne et avec l'Autriche-Hongrie, jusqu'au renversement de 1915, où l'Italie va se ranger du côté de la France et du Royaume-Uni dans la triple entente. Donc, une réflexion à cet égard, comment ça s'instaurait hors d'Italie, et en particulier chez nous en France, l'idée que ce pays n'est pas fiable. Que, bien sûr, il est tombé du beau côté pour les Français en 1915, mais que ce pays peut avoir une tendance à renverser des alliances. Et il y a une forme ici de méfiance, de défiance, qui va marquer l'histoire des relations franco-italiennes et qui se noue dans ce moment, d'abord de l'avant-première guerre mondiale et au moment de la Première Guerre mondiale. Et puis il y a le fascisme. Alors, le fascisme, c'est évidemment la grande expérience du XXe siècle, enfin de la première moitié du XXe siècle, donc de 1922, lorsque Mussolini prend le pouvoir, jusqu'à la fin du fascisme, 1945. Alors, les relations franco-italiennes sont là aussi caractérisées par des moments de rapprochement, c'est-à-dire que la France essaye de maintenir une alliance avec l'Italie, surtout à partir de 1933, lorsque Hitler est au pouvoir en Allemagne, dans un premier temps, avant, évidemment, que l'Italie se rallie complètement à l'alliance avec l'Allemagne
et même déclare le 10 juin 1940 la guerre à la France. 10 juin 1940, c'est la guerre à la France et à la Grande-Bretagne. C'est même des troupes italiennes qui vont essayer de rentrer sur la frontière des Alpes. C'est un moment très important que la France a qualifié, puisqu'elle était en grande difficulté. C'était le début de la débâcle française. Et là encore, ça va rester dans les mémoires des diplomates ou des responsables politiques qui connaissent un peu leur histoire, comme ce qu'on appelle en France, ce n'est pas l'expression employée en Italie, le coup de poignard dans le dos. La France est en difficulté sur le terrain militaire et l'Italie attaque au moment où la France a déjà un genou à terre. Donc, c'est ces moments qui sont tout à fait importants. Et si je prends l'exemple du fascisme, toujours cette idée qu'il y a à la fois des divergences, et la France va être un des grands pays qui va accueillir les antifascistes persécutés par le régime, mais c'est aussi, je vous ai dit tout à l'heure, attention, ne prenons pas ces deux pays comme deux blocs hermétiques, des moments où il y a aussi une fascination pour le fascisme en France. Toute une partie des intellectuels, bien évidemment, mais aussi des forces politiques, considèrent que Mussolini est un grand chef d'État, qu'on peut s'inspirer du fascisme italien. Il y a tout un débat historiographique en France pour savoir s'il y a eu un fascisme français. Je laisse ça de côté, mais il y a une influence incontestable du fascisme. Donc il y a à la fois cette perception d'Italie, vous voyez, dans ces clichés, dans cette manière dont on perçoit l'autre pays, comme un pays dont on se méfie, est capable d'avoir inventé un régime qui s'appelle le fascisme, un régime qui a donné naissance à toute une réflexion. Cette réflexion, c'est comment caractériser cet État. Les contemporains se sont intéressés en Italie comme en France. Je pense par exemple à un historien qui était justement à l'école libre des sciences politiques, Élie Halévy, ou un jeune philosophe, Raymond Aron, qui s'interroge, mais qu'est-ce qui se passe exactement dans ce pays? Ce n'est pas une dictature comme on en a connu classiquement. Ce n'est pas exactement une tyrannie, même si Élie Halévy va prendre cette notion de tyrannie. Et donc, ils vont trouver un adjectif qui va naître en Italie des antifascistes, d'ailleurs d'un antifasciste libéral, très rapidement, Amendola, qui va dire c'est un régime totalitaire, l'adjectif. Une notion qui a été inventée à partir de l'expérience du fascisme et qui va circuler en France, comme dans d'autres pays. Et donc, du côté français, il y a à la fois, pour certains à droite, surtout, même s'il y a quelques tendances syndicalistes révolutionnaires qui ont pu être aussi attirées par le fascisme en Italie, mais aussi en France, qui va avoir une forme d'attraction pour le fascisme et de répulsion avec cette idée, et ça va ressurgir au moment de Silvio Berlusconi, et ça ressurgit en 2022 quand Giorgia Meloni a gagné les élections. Ce pays, c'est le berceau du fascisme, et le fascisme peut renaître en permanence. Et donc, il faut se méfier de ce pays. Donc, voilà les trois exemples que je voulais prendre, mais on va rentrer, si j'ose dire, plus dans le cœur du sujet, dans, en tout cas, mon sujet, mais je pense que ce rappel historique était important, de la France et de l'Italie de 1945 aux années 90, et là aussi, trois exemples d'incompréhension. Vous avez compris le biais que je prends pour cette conférence, donc je force un peu le trait. Je vais plus insister sur les problèmes, sur les incompréhensions, sur les malentendus, que sur, disons, tous les bons aspects, les aspects d'une amitié qui fonctionne plutôt bien. Pourquoi les années 90 d'abord? Pourquoi les années 90? Parce qu'en Italie va se produire un changement considérable. À partir des années 90, le système politique des partis politiques italiens s'effondre littéralement. Il y avait des grands partis politiques en Italie, d'ailleurs encore une autre différence à mettre en lumière. En Italie, après la Seconde Guerre mondiale, il y a des partis très puissants. On a appelé ça en Italie, on a employé un mot, on a créé un néologisme, on appelle ça la partitocrazia, c'est-à-dire le pouvoir des partis politiques. Ça voulait dire quoi sur ce qu'on a appelé la Première République, celle qui va jusqu'aux années 90. Pour mémoire, 2 juin 1946, référendum en Italie, pour la première fois, les femmes ont le droit de vote. Les Italiens choisissent la République. 1947, décembre 1947, vote de la Constitution républicaine. Et donc, il y a des gros partis, des puissants partis. La démocratie chrétienne, je vais en dire un mot, le Parti communiste italien, un parti qui est devenu le plus important parti communiste de l'Europe occidentale, un parti socialiste minoritaire mais influent, et une multitude d'autres partis. Partitocratie, ça voulait dire deux choses. Le pouvoir des partis de masse qui créent des cultures politiques qui encadrent des populations entières. Si elles les encadrent aussi, c'est parce que l'État est plutôt faible. Donc on y trouve de la protection,
on y trouve des identités. Et pour vous faire comprendre, là encore, je vais illustrer par une forme... Non, ne le prenez pas à la lettre, parce qu'une fois j'ai dit ça dans un cours, il y a quelques années, les étudiants, j'ai retrouvé ça dans une copie. Donc, je dis, si vous étiez en Toscane, même une chèvre avec l'étiquette Parti communiste italien a été élue. Donc, il y a un étudiant qui a marqué, une chèvre a été élue en Toscane avec l'étiquette Parti communiste italien. Bon, non, c'est une image. Hein. Et même chose, une chèvre avec l'étiquette démocratie chrétienne aurait été élue en Vénétie. C'était des terres blanches. Donc, on votait parce que c'était un vote d'identité. C'est très important. Et deuxième aspect de la partitocratie italienne, c'est la colonisation par les institutions, par les partis politiques, des institutions. C'est-à-dire que les partis, progressivement, s'insèrent dans les institutions, les colonisent en quelque sorte. Exemple, dans les années 70, grand moment de transformation de l'Italie, qui était un pays agraire, en grand pays industriel, puis post-industriel, une Italie qui change complètement. Mais il y a des grands partis, je viens de le dire, démocratie chrétienne, Parti communiste, Parti socialiste. Eh bien, ces trois partis se répartissent la télévision et la radio publique de la RAI. RAI 1, qui était la plus importante chaîne de télévision et de radio à la démocratie chrétienne. RAI 2, pour les socialistes, qui étaient alliés à la démocratie chrétienne. Et RAI 3, les miettes, pour les communistes. Ça, c'est un exemple de ce qu'on appelait la partitocratie. Mais c'était la même chose pour tous les organismes et les entreprises publiques, pour les banques, les caisses d'épargne, les hôpitaux, etc., etc. Cette partitocratie, progressivement, en déliquescence, la société change, les partis politiques sont un peu moins influents, et surtout, donc, dans les années 90, c'est le Big Bang des partis politiques, c'est l'écroulement. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une enquête judiciaire qui est faite, qui est restée dans l'histoire comme l'opération main propre des juges de Milan, qui dévoile l'ampleur de la corruption des partis politiques, et toute une classe politique est littéralement décapitée. Tous les partis politiques au pouvoir surtout, qui sont littéralement poursuivis par des enquêtes judiciaires. Il va y avoir des procès énormes, c'est suivi par l'opinion publique, et ce système s'effondre littéralement. C'est l'époque où va émerger Silvio Berlusconi, mais ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. Alors, c'est important de comprendre cette transformation des années 90, exactement 92-94, parce que c'est un terme du côté italien beaucoup plus que du côté français. Alors, qu'est-ce que je veux illustrer ici? C'est de montrer justement ces moments d'incompréhension entre la France et l'Italie. Le premier moment, c'est, là je repars de 1945, c'est deux systèmes politiques opposés. Alors à quoi je fais allusion? À la Ve République. Petit retour en arrière encore, à partir des lendemains de la Seconde Guerre mondiale, nous avons la Quatrième République en France, un système parlementaire qui est très proche à cet égard de ce qui existe en Italie. Et en plus, on a des partis qui ont des relations. D'un côté, la démocratie italienne en Italie, par définition. De l'autre côté, le mouvement républicain populaire, la démocratie chrétienne à la française, beaucoup moins fort, beaucoup moins influent que la démocratie chrétienne, mais ces deux partis ont des relations, se lisent. L'influence de Jacques Maritain est considérable, par exemple, en Italie. Toujours cette relation entre les deux pays, et ce que fait la démocratie chrétienne est suivi de très près par ce qu'on appelle à l'époque, avec son acronyme, le MRP. Et puis, on a deux partis communistes qui ont des relations très compliquées, mais en tout cas, sous la Quatrième République, ils sont relativement proches. Après, leurs voix vont en quelque sorte diverger. De même pour les partis socialistes. Donc, jusqu'en 1958, il n'y a pas trop de problèmes. Mais à partir de 1958, en France, comme vous le savez, nous avons la Ve République. Et cette Ve République, c'est un moment où, justement, il y a une incompréhension importante, des malentendus entre la France et l'Italie. Pourquoi? Eh bien, d'abord, du côté français, et ça, on a des collègues historiens, je pense à un collègue qui s'appelle Stéphane Mourlane, qui a fait des recherches là-dessus, c'est très intéressant. Il nous montre comment la classe politique française, à partir de 1958, va considérer que la République parlementaire italienne, donc jusqu'aux années 90, c'est une république de type 4e République, donc c'est mauvais. C'est mauvais. Et on a des on a des télégrammes ou des rapports de nos ambassadeurs, donc qui jouent un rôle clé, c'est-à-dire qui font des analyses, qu'on appelle les notes, qui sont envoyées au Quai d'Orsay, où il y a des appréciations, parfois à la limite de l'arrogance et du mépris, pour ne pas dire
très souvent arrogante et méprisante, en disant en gros, ça ne fonctionne pas du tout, comme chez nous sous la 4e République, donc ce qu'il faudrait à l'Italie, c'est un De Gaulle. Bon, le problème, c'est qu'il n'y en a pas. Et c'est une incompréhension, du coup, des responsables politiques. Et je peux vous assurer que ça dure jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire cette idée, ces Italiens, on n'y comprend rien, les gouvernements changent tout le temps, et donc, encore une fois, non seulement il faut se méfier d'eux parce qu'ils peuvent renverser leurs alliances, mais ils ne sont pas fiables. Ce n'est pas fiable. D'autant plus qu'en France, avec la Ve République, jusqu'à l'élection de 2022, puisque maintenant il y a une majorité relative, ça ne vous a pas échappé, mais il y a le fameux article 49.3, le Parlement compte quasiment pas. Tandis que l'Italie, c'est un pays de régime parlementaire. Et du côté italien, comment s'est vécue cette Ve République? À part une petite minorité, du côté d'un parti petit qui s'appelle le Parti républicain, et du côté d'un parti qui est considéré comme un parti dont il faut se méfier, qu'on met à l'écart, le mouvement social italien, c'est-à-dire un parti néofasciste qui se réclame de l'héritage de Mussolini. Il y a une attraction pour le système de la Ve République en se disant mais c'est ce qu'il faut effectivement pour l'Italie. Il faut un pouvoir fort. Mais sinon, tout le reste, c'est des petits partis. Le mouvement social italien, implanté surtout à l'époque dans le sud de l'Italie, à peine 4% des suffrages, un peu plus dans les années 70, au moment de la grande contestation, par réaction, le mouvement social italien va avoir 6-7%. Vous voyez, c'est un parti minoritaire. Le petit parti républicain, c'est très intéressant intellectuellement et culturellement, mais c'est faible. L'écrasante majorité des partis politiques, démocratie chrétienne comprise, socialistes, communistes, considèrent en 1958, comme une grande partie de la gauche française, il y a un danger fasciste. La France a un danger fasciste. Et pourquoi cette idée du danger fasciste? Parce que l'Italie a connu 20 années de fascisme. Donc cette méfiance à l'égard du pouvoir donné à un seul homme ou éventuellement à une seule femme à cause ou accord avec les institutions de la Ve République. Et donc là, on a quelque chose d'important, c'est les incompréhensions pendant très longtemps entre les deux systèmes politiques, du côté des élites politiques, mais aussi du côté de tous ceux et toutes celles qui s'intéressent à la politique. C'est donc un élément important à prendre en considération, deux systèmes politiques opposés, un régime parlementaire, et à mon sens, jusqu'à aujourd'hui, ou quasiment, je fais une petite nuance, on peut avoir l'occasion d'en parler pendant le débat, où le mot-clé, ça va être la médiation. Il faut essayer de trouver des formes de médiation parce que nous sommes un régime parlementaire et par exemple, avec le Parti communiste italien, il est à l'opposition, mais on peut essayer de trouver des compromis, on peut essayer de trouver des médiations. En France, on a un système politique et une culture politique qui porte plus à un affrontement entre tu es avec moi ou tu es contre moi. Et on a beaucoup de mal à accepter, à la fois pour des raisons historiques et culturelles, me semble-t-il, mais aussi à cause de nos institutions, justement, ces notions même de médiation et de compromis. Deuxième exemple, justement, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, la France, l'Italie, l'Europe, les États-Unis, l'URSS. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, d'abord, on a, sous la 4e République, une convergence, une vraie convergence ici, franco-italienne, à l'occasion de la signature du traité de Rome en 1957. Là, la 4e République construit l'Europe, et pour l'Europe, l'Italie aussi, l'influence démocrate chrétienne, l'influence socialiste. En 1957, c'est un gouvernement socialiste, le socialiste Guy Mollet, alors au pouvoir. On a ces convergences et qui se traduisent par donc la signature. Vous voyez la grande présence des femmes en 1957, c'est une photographie de l'époque, effectivement, mais c'est une convergence ici franco-italienne, mais avec les autres aussi pays partenaires du marché commun. Mais la situation va changer par la suite. Et là, on a une période, vous voyez donc toujours cette idée, convergence, et puis des moments de crise. Et les moments de crise, ça va être sous la Ve République avec le général de Gaulle. À plusieurs reprises, le général de Gaulle a une position de critique justement du supranationalisme, d'une Europe plus intégrée, il va avoir la politique dite de la chaise vide. Et là, les affrontements entre les partis au pouvoir en Italie, donc la démocratie chrétienne principalement, et les gaullistes sont très forts. Il y a vraiment des moments de tension, de malentendus, d'incompréhension, mais de divergence forte, importante. Et il y aura toujours, à cet égard, cette idée que, du côté français, que
d'une part, l'Italie ne compte pas beaucoup, et encore une fois, ce qui compte, c'est l'Allemagne, d'où le traité de l'Élysée, hein, et donc la relation franco-allemande qu'il faut construire, parce que, bien sûr, pour des raisons historiques évidentes, il faut la réconciliation après 3 guerres, c'est fondamental, ça va être la politique de De Gaulle et d'Adenauer, et du côté de l'Italie, au fait, il y a l'Italie. Ah, de temps en temps, il faut y penser. Et du côté de l'Italie, justement, cette idée, mais cette Europe, elle est dominée par ce qu'on appelle en Italie le couple franco-allemand. La France a le pouvoir politique, l'Allemagne le pouvoir économique, et nous. Vous en voulez une illustration? Eh bien, tous les pays fondateurs, l'Europe des 6, ont chacune une institution. Le tribunal à La Haye, la France, le Parlement de Strasbourg, Bruxelles, bien sûr, la Banque centrale européenne à Francfort, il y a une institution aussi au Luxembourg, dont tout à coup qui m'échappe, pardon, la Cour européenne, et l'Italie, rien. L'Italie, rien. Et c'est au bout de quelques années, dans les années, fin des années 70, début des années 80, qu'on a créé une institution en Italie qui nous concerne, nous, universitaires, c'est l'Institut universitaire européen, qui est sur les hauteurs de Florence, dans un lieu magique à Fiesole, et je le dis parce que j'y étais pendant 1 an, et que c'est absolument remarquable. Pic de la Mirandole y travaillait. Quand vous étiez accueillis à l'Institut universitaire européen, le directeur vous disait « Mesdames et messieurs, Pic de la Mirandole a travaillé ici ». Évidemment, vous vous sentiez tout petit. Hein. Mais on a créé une institution universitaire, et je pense que la majorité d'entre vous l'ignore. C'est une institution qui accueille des doctorants et ce qu'on appelle dans notre jargon des post-doctorants, c'est-à-dire des jeunes chercheurs qui, après leur thèse, continuent leur travail de recherche en sciences sociales, histoire, sciences politiques, sociologie, économie et droit. Mais ça a été au dernier moment. Pardon ? Maintenant, oui. Le seul département qui était en français il y a très longtemps, c'était le département d'histoire. Maintenant, quasiment tout est en anglais. Au départ, il y avait 2 langues. L'italien n'était pas la langue pratiquée à l'Institut universitaire européen, où j'y étais, je me souviens très bien. Il y avait 2 langues, français, anglais. Donc, voilà, sentiment de frustration de l'Italie par rapport à cette conception de l'Europe où, encore une fois, il y a ce duopole, ce couple franco-allemand avec lequel l'Italie essaye de faire entendre sa voix, essaye de jouer aussi. Toujours cette idée de l'Italie qui essaye de temps en temps de jouer avec l'Allemagne, de temps en temps avec la France, de même que la France et l'Allemagne jouent avec l'Italie quand il y a des problèmes entre Français et Allemands. Et puis, les États-Unis. Pourquoi les États-Unis? Parce que là, c'est un sujet de divergence structurelle entre la France et l'Italie sous la Ve République, jusqu'à nos jours. C'est-à-dire que la position française, affirmée par le général de Gaulle, c'est de s'autonomiser par rapport aux États-Unis, donc de quitter le commandement intégré de l'Alliance Atlantique, de jouer un peu avec l'Union soviétique pour s'en rapprocher. Or, l'Italie fait un choix avec la démocratie chrétienne. Il est double ce choix. Je devrais dire qu'il est triple en termes de politique internationale. Le premier, c'est l'Europe. Le deuxième, c'est l'Alliance Atlantique, d'où le fait qu'il y a des bases américaines encore aujourd'hui en Italie. L'Italie, c'est véritablement cette botte qui pénètre au cœur de la Méditerranée, donc stratégique pendant la guerre froide. Et donc l'Italie confirme jusqu'à nos jours son pro-atlantisme, et vous allez voir que ça crée régulièrement des tensions. Et c'est le choix qui fait que la France, très souvent, est irritée par le comportement atlantiste des Italiens. Ça va jusqu'à nos jours. Là, il y a une continuité. Est-ce qu'il faut faire une défense européenne? L'Italie dit du bout des lèvres oui, mais elle pense avant tout à l'OTAN et à la relation avec les États-Unis. Donc là, il y a une constante importante à avoir en tête. La relation avec l'URSS, c'est un peu la même chose. Encore une fois, sous De Gaulle en tout cas, il y a l'idée de jouer un peu la carte soviétique, sans aucune complaisance idéologique, mais pour essayer de jouer un jeu d'équilibre entre les États-Unis et l'URSS. L'Italie le tentera un petit moment, mais surtout pour des raisons économiques. Surtout pour des raisons économiques, l'Italie étant très rapidement devenue un pays qui a de grosses relations économiques avec une partie des pays communistes, et encore plus après l'écroulement du monde communiste. Troisième exemple, alors qu'il est à l'origine de controverses permanentes jusqu'à nos jours, les années de plomb et la doctrine Mitterrand. Alors, les années de plomb, c'est cette période qui commence à la fin des années 60 et qui va jusqu'au début des années 80, où dans un pays qui a été encore une fois totalement transformé, l'Italie connaît un gigantesque mouvement sur une très longue durée de contestation
politique, sociale, culturelle, pendant donc près de 13 ans, d'une manière très importante, avec d'importantes grèves, manifestations, une grande extrême gauche, on dirait en français de gauchisme, et une partie de cette extrême gauche qui, pour diverses raisons, j'ai beaucoup écrit là-dessus, donc je répondrai à toute question sur ce sujet, mais je ne veux pas développer trop là-dessus, puisque ma question, c'est la relation franco-italienne à ce propos. Une partie de cette extrême gauche va choisir la lutte armée, va choisir de rentrer dans la lutte armée, et c'est une violence très forte, d'autant plus aussi des attentats de l'extrême droite dans des lieux publics, attentats d'extrême droite, bombes dans des lieux publics, attentats d'extrême gauche ciblés contre des dirigeants démocrates chrétiens, contre des journalistes, contre des professeurs du Parti communiste, contre des syndicalistes du Parti communiste. Résultat, entre 1969 et le début des années 80, l'Italie est, avec l'Irlande, le pays qui a connu le plus de morts pour raisons politiques, plus de 460 morts pour raisons politiques, la moitié liée aux attentats de la droite, de l'ultra-droite, et la moitié liée aux attentats de l'ultra-gauche. Bien. Une partie des militants, surtout de l'ultra-gauche, mais aussi quelques fascistes, il faut le dire, à la fin des années 70, au début des années 80, voyant qu'ils avaient échoué, qu'ils étaient réprimés, durement, ont passé la frontière et sont venus s'installer en France. Que faire de cette population ? Il y a eu tout un débat en France, d'abord à l'époque de Giscard d'Estaing, qui en général acceptait les demandes de renvoi de la part des autorités italiennes. Et lorsque François Mitterrand arrive au pouvoir en 1981, il y a tout un débat qu'on a reconstitué, que j'ai reconstitué avec des collègues, à partir de documentation qui est en train, en plus d'être renouvelée, ce travail va être renouvelé parce que maintenant d'autres archives s'ouvrent. Il y a tout un débat dans le gouvernement français. Qu'est-ce qu'on fait avec ces militants, notamment les militants d'extrême gauche, parce que les quelques fascistes qui ont été arrêtés ont été redonnés assez rapidement aux autorités italiennes, mais pas les militants de l'ultra-gauche. La hantise française, enfin d'une partie des ministres français, notamment du ministre de l'Intérieur, notamment du ministre de la Justice, Robert Badinter, d'un certain nombre de responsables autour de Mitterrand, c'est qu'il faut faire très attention, parce que est-ce qu'ils ont vraiment arrêté la lutte armée ? Et c'est une époque où il y a des actions violentes du côté de la Corse, du côté des Bretons en particulier, et qu'il y a quelques agitations aussi en France du côté de militants qui vont donner lieu à un groupe qui s'appelle Action Directe. Et donc, il y a deux théories. Il y a ceux qui disent qu'il faut une politique très ferme, et donc il faut les extrader quand les autorités italiennes demandent. Et puis d'autres qui disent mais non. C'est notamment le rôle d'un conseiller de Pierre Mauroy, à l'époque Premier ministre, ancien responsable du syndicat de la magistrature, un grand monsieur qui a écrit un livre de mémoire qui s'appelle Louis Joinet, qui dit non, il ne faut pas faire ça. Il faut leur dire, vous déposez les armes, et puis on va vous intégrer, à condition que vous respectiez les lois de la République, mais justement, on va tout faire pour que vous renonciez véritablement à ce que vous avez fait. Et comme d'habitude sous la Ve République, c'est le président Mitterrand qui tranche, le président de la République. Et il tranche avec ce qu'on a appelé la doctrine Mitterrand. Si je l'ai mis entre guillemets, c'est qu'il n'y a jamais eu de doctrine établie. C'est une série de déclarations. C'est le côté contradictoire de Mitterrand, contradictoire du président de la République. De temps en temps, il dit « Nous sommes le pays des droits de l'homme. Et donc, toute personne qui est poursuivie, nous l'accueillons. » Et puis, il y a d'autres moments où il dit « À condition qu'il ne soit pas impliqué dans des crimes de sang. » Et cette phrase « À condition qu'il ne soit pas impliqué dans des crimes de sang », parfois il la prononce. Pourquoi il la prononce ? Quand la droite française l'attaque ou quand il est en Italie et que les Italiens l'interpellent. Non mais enfin quand même, on veut récupérer ces gens-là qui ont été condamnés par notre justice. On veut les avoir. Ils doivent faire de la prison. Elle dit oui mais j'ai dit à condition qu'ils ne soient pas impliqués dans des crimes de sang. Puis il y a d'autres moments où il ne parle pas des crimes de sang. D'où toute la duplicité et l'ambiguïté. Et d'où des malentendus, mais qui durent jusqu'à nos jours entre Français et Italiens, parce qu'il y a encore ces anciens militants de la lutte armée, qui sont des gens maintenant très âgés, qui ont fait leur vie en France, qui le disent, on a fait notre vie. Certains ont dit on a répudié ce qu'on a fait, d'autres non, mais c'était une période. Qu'est-ce qu'on en fait ? Encore aujourd'hui, encore avec les gouvernements actuels. Et ça a toujours été un conflit, un malentendu, des moments de tension. Et je le précise tout de suite, parce qu'il y a eu souvent des mésinterprétations du côté français. Ce n'est pas simplement la droite qui dit ça en Italie, c'est aussi la gauche. La gauche italienne qui dit
parce qu'elle a été parfois la cible elle-même, justement, des attentats des militants de l'ultra-gauche. Et donc, ce troisième exemple est un très bon exemple de malentendu, d'incompréhension. Les Italiens disent « vous n'avez pas compris ce qui s'est passé chez nous. Vous n'avez pas compris ». Et très souvent, c'est vrai qu'il y a... Moi, encore une fois, j'ai travaillé sur ce sujet. On voit qu'il y a une image assez déformée de ce qui se passait dans l'Italie des années 70 et qui a pu justifier la défense, que parfois de grands intellectuels ont décidé de faire, d'un certain nombre de ces personnalités. En disant ça, je ne donne pas mon avis personnel, hein, j'essaye de vous donner cette interprétation. Donc, 3 exemples de cette période des années 45 aux années 90. Mais passons maintenant à l'autre période, les crises de nerfs, ce que j'ai appelé des crises de nerfs et des moments d'amitié des années 90 à nos jours. Et là encore, je voudrais prendre 3 exemples pour l'illustrer. Premier exemple, qui est un exemple de politique internationale, c'est celui de la guerre en Irak en 2003. Vous vous souvenez, c'est l'opération déclenchée par le président George Bush sur la base d'informations qui ont été révélées totalement fausses sur les armes quasi nucléaires que posséderait Saddam Hussein en Irak. Et nous, Français, on a, je pense, en tout cas pour les plus anciens, j'espère aussi pour les plus jeunes, en souvenir, en mémoire, le grand discours de Dominique de Villepin à l'Assemblée des Nations Unies. Je vous parle au nom d'un pays, d'une longue histoire, etc., qui a connu les guerres. Un grand discours que, en général, toute opinion politique confondue quasiment, on considère comme un grand moment de la diplomatie française. La France s'est opposée, c'est le président Jacques Chirac, à ce déclenchement de la guerre, avec des propos, là encore, qui ont froissé beaucoup de sensibilité. Je pense aux Polonais qui étaient en train de rentrer dans l'Union européenne, puisque Jacques Chirac a dit qu'ils ont perdu une bonne occasion de fermer leur gueule, avec le franc-parler de Jacques Chirac. Et donc, effectivement, la Pologne soutenait les États-Unis. Et l'Italie, à l'époque, c'est Silvio Berlusconi qui est au pouvoir. Et Silvio Berlusconi, non seulement va soutenir George Bush et l'intervention américaine, sans envoyer de troupes, sans envoyer de troupes, mais va soutenir l'intervention américaine, mais va signer un manifeste avec le Premier ministre anglais, Tony Blair, donc centre-gauche, du Labour Party, du Parti travailliste. Et là, c'est un moment vraiment à la fois de tension entre les deux pays, de tension diplomatique, mais encore une fois, qui révèle toutes les différences politiques, stratégiques et culturelles entre les deux pays. La France a sa position en considérant non, on n'est pas d'accord, et on le dit, nous, Français, face aux puissants américains. Et on essaye de trouver des alliés. On n'en trouve pas beaucoup. Il y avait aussi le Premier ministre espagnol, Aznar, qui avait signé ce manifeste. Et l'Italie, c'est l'Italie pro-atlantique. Et donc, de nouveau, on a un moment de tension, d'incompréhension, de malentendu, qui mettra un peu de temps pour s'effacer. Deuxième exemple, et qui reste... on va y arriver, hop. Deuxième exemple, c'est l'intervention en Libye 2011. L'intervention des troupes de l'OTAN sous l'égide de l'ONU, avec un rôle très actif de l'armée française et notamment de son aviation. C'est l'époque du président Sarkozy. Et ça a été très mal vécu du côté italien de nouveau. Pourquoi ? Alors que l'Italie, normalement, dans un premier temps, avait donné son approbation, mais très rapidement a commencé à suspecter, gauche et droite confondues en Italie, que si la France a participé de manière très active à cette opération, ce n'est pas simplement pour éliminer Saddam Hussein, c'est pour rentrer dans une zone considérée comme une zone d'influence italienne, et notamment d'un point de vue culturel et surtout économique et surtout pétrolier. C'est l'importante société d'hydrocarbures italienne qui s'appelle l'ENI, qui est une très grosse structure, qui a considéré que la France, là, était en train d'intervenir sur une zone d'influence italienne. Et ça dure jusqu'à nos jours. C'est 2011, nous sommes en 2023, et ça continue à avoir, à travers l'exemple de la Libye, cette confrontation entre Français et Italiens. Donc les deux sœurs latines ici, pour reprendre l'expression que moi je mettrais entre guillemets, sont deux sœurs qui se disputent vivement
sur la situation en Libye. Troisième exemple que je prends, c'est la question des migrations. Et je pars d'une photographie qui est celle-ci, elle est en petite, c'est un des premiers énormes et monstrueux naufrages au large de l'île de Lampedusa. Plus de 300 personnes sont mortes. À l'époque, l'homme que vous voyez là-bas, c'est le président du Conseil qui s'incline ici devant les cercueils. Ce président du Conseil est un grand ami de la France. Un grand ami de la France. Il s'appelle Enrico Letta, il est du Parti démocrate, donc de centre-gauche, parfaitement francophone, élevé en partie en France, instruit en France. Son père était à Strasbourg en tant qu'universitaire, donc il connaît admirablement la France. Il a une passion pour la France, donc il ne peut pas être soupçonné d'hostilité à la France. Ce n'est pas le cas, je vais le dire dans un instant, de Madame Meloni, par exemple. Mais lui, il est francophile, il est francophone. Et il est président du Conseil. Il a raconté dans un livre de mémoire comment il a été absolument choqué. Par ailleurs, c'est un homme très sensible. Il est profondément catholique. Et immédiatement, il se précipite sur l'île de Lampedusa pour rendre hommage. Et l'Italie, découvre à cette occasion, 2013, ce qui va caractériser les 10 années que nous venons de vivre, ce mouvement lié après, au moment des printemps arabes, ce grand mouvement de migration dans des conditions terribles à travers la Méditerranée. Et là, c'est l'autre sujet actuel, quasiment encore maintenant, de malentendus entre la France et l'Italie. L'Italie est en première ligne de l'accueil de ces migrants. Elle est en première ligne pour des raisons évidemment géographiques évidentes. Lampedusa, c'est pas loin de la Tunisie, donc c'est la première étape pour ensuite essayer d'arriver sur les côtes italiennes. C'est le pays qui accueille massivement ces migrants et qui les accueille dans des conditions discutables, qui donc, au terme du traité de Dublin, doit enregistrer ces personnes et leur donner ou pas la possibilité de rentrer en Italie, mais en général, l'écrasante majorité de ces migrants ne veulent pas rester en Italie. Ils veulent aller vers l'Europe plus du Nord, la France, mais surtout l'Allemagne, la Scandinavie et surtout, bien évidemment, le Royaume-Uni. Bien évidemment, parce que les conditions de travail sans permis de séjour sont plutôt tolérées. Et à partir de ce moment-là, et là on a des épisodes récurrents jusqu'à l'année dernière, entre le gouvernement français et le gouvernement italien. Il y a un malentendu. L'Italie se sent abandonnée par le reste de l'Europe. Totalement abandonnée. Cette année, il y a eu plus de 140 000 arrivées de migrants, 70 000 l'année dernière. C'est des arrivées massives, vous le voyez à la télévision. Il y a le rôle des gardes-côtes italiens. On parle beaucoup des ONG, mais les 2/3, voire les 3/4 des migrants qui sont accueillis, qui sont repêchés, qui sont sauvés avec leurs embarcations lamentables dans lesquelles ils se trouvent, sont d'abord sauvés par les gardes-côtes italiens. Les ONG, c'est le reste. Je referme cette parenthèse. Elles se sont abandonnées. Mais elles se sont abandonnées par toute l'Europe. Et pourtant, le pays avec lequel ça s'envenime tout de suite, c'est la France. Et pourquoi ? Parce que l'attitude du gouvernement français, elle est double, quelle que soit la couleur politique, depuis la date de 2013, c'est de dire, oh, comme c'est terrible l'Italie, vraiment, vous avez toute notre solidarité. Mais 2, de déployer les forces de gendarmerie sur toute la frontière pour repousser les migrants. Avec une accusation, qui n'est pas fausse d'ailleurs, parce que j'ai enquêté là-dessus, c'est que les Italiens, effectivement, voyant cette masse de migrants, excusez-moi de vous dire ça en termes que je vais utiliser, les accueillent, et puis voyant que la situation est un peu compliquée, est-ce qu'ils relèvent véritablement d'un pays où il y a le droit d'asile, qu'est-ce qu'ils viennent faire ici, leur donnent un petit pécule et leur dit 20 milles, voilà, c'est cette direction. Avec ce pécule, tu prends un billet de train et tu vas à 20 milles. Donc il y a cette accusation récurrente des autorités françaises en disant vous ne faites pas votre travail parce que c'est à vous de gérer cette situation. Et les Italiens qui disent la France nous donne des leçons, le pays des terres, des droits de l'homme et des citoyens, voilà comment elle se comporte avec les migrants qui arrivent à Menton, par exemple. Avec des tensions, effectivement, puisqu'il y a eu un épisode sous un gouvernement de centre, d'ailleurs, puisque les gendarmes français sont rentrés sur le territoire italien pour repousser des migrants sans l'autorisation des autorités italiennes. Et ça, alors,
là aussi avec une dissymétrie ou une asymétrie. On n'en a quasiment pas parlé en France et ça fait la une de tous les médias italiens. Comment la France ose entrer dans notre territoire sans avoir l'autorisation. Donc ce sujet d'immigration est un sujet récurrent. Ça s'est encore illustré, je ne sais pas si vous en souvenez, avec le bateau de l'Ocean Viking d'une ONG qui devait arriver en Italie, que l'Italie, à l'époque, c'est Matteo Salvini, dirigeant de la Ligue, qui est ministre des vice-présidents du Conseil du gouvernement Giuseppe Conte 2018-2019. Le bateau ne peut pas arriver. Non, pardon, ça c'était en 2022, c'est avec Giorgia Meloni. Et la France recueille le bateau de l'Océan Viking, mais attaque par l'intermédiaire de notre ministre de l'Intérieur violemment l'Italie. Donc c'est un sujet récurrent de polémique jusqu'au dernier Conseil européen qui a pris un certain nombre de dispositions à ce propos qui sont supposées mettre un terme à ces controverses. Vous voyez, sur ce sujet-là, si je le prends, celui des migrations, c'est que ça révèle encore une fois ces malentendus, ces controverses, c'est-à-dire d'un côté, la France proclame sa solidarité avec l'Italie, c'est tout à fait important, il faut l'aider, et l'idée italienne, mais la France nous prend de haut, elle nous donne des leçons de morale, mais elle ne fait rien en notre faveur. Alors, j'en arrive à un sujet d'actualité pour terminer, je suis dans les temps, oui, cette intervention. D'abord, on l'ignore beaucoup, vous voyez, 26 novembre 2021, on va commémorer dans quelques jours la signature du traité de Quirinal. Qui connaît ce traité dans la salle? Voilà. Alors, le traité de Quirinal, merci, donc quasiment personne. Le traité de Quirinal a été signé le 26 novembre 2021. Vous voyez la signature à Rome avec la patrouille de France et les Frecce tricolores, donc dans une merveilleuse, même balai aérien. Qu'est-ce que c'est? Le président Macron, en 2018, a dit, écoutez, justement, aux Italiens, à l'époque, c'est un président du Conseil de centre-gauche, qui maintenant est un commissaire européen, M. Paolo Gentiloni, il lui dit, il se tutoie, donc écoute, il faut qu'on sorte de cette situation-là. Le président Macron est avec le président Mitterrand, sans doute, de nos présidents de la République, celui qui a le plus de tropisme italien. Incontestablement, il aime l'Italie, il connaît l'Italie, en tout cas pas mal, il le dit, hein, on n'a pas parlé personnellement, mais voilà, on sait qu'il a un peu comme Mitterrand, donc sûrement plus du côté Mitterrand encore que Macron, mais il y a oui, une proximité culturelle, surtout dans les deux cas. Mitterrand devait écrire normalement une biographie de Laurent de Médicis, il connaissait très bien le sujet, il avait une passion, sa ville de Château-Chinon était jumelée avec Cortona en Toscane, il y allait régulièrement, il connaissait bien l'Italie, et Macron, lui, c'est plutôt Naples, hein, sa ville de prédilection. Bon, bref, il lui dit, on va signer un traité. Ça, c'est les initiatives de Macron, hein, ça sort de sa tête comme ça, bon, très bien, et ça va être très long à mettre en place parce qu'il y a des résistances du côté italien lorsqu'il y a des gouvernements qui sont plus critiques de la France, mais finalement, c'est un traité bilatéral. Sur quel modèle? Le modèle du traité de l'Élysée, 1963. C'est un traité de coopération bilatérale. Et c'est le deuxième traité pour la France, donc ça a une importance politique et symbolique considérable. La France n'avait qu'un traité jusqu'ici au sein de l'Union européenne avec un pays de l'Union européenne, le traité de l'Élysée, et donc l'Italie est le deuxième pays. Pour la plus grande fureur, entre parenthèses, des Espagnols, qui ont dit « et nous ». Et du coup, on a fait le traité de Barcelone avec les Espagnols. Et pour l'Italie, c'est une première. L'Italie se refusait à faire des traités bilatéraux dans le cadre de l'Union européenne en disant à quoi ça sert, puisque nous sommes dans l'Union européenne. Mais après réflexion, longue réflexion, bon, ça a été très très long, je suis ça de très près, donc je peux vous en parler si ça vous intéresse, on signe cet accord. Et on signe le 26 novembre 2021 à Rome. Pourquoi traité du Quirinal? Parce que le Quirinal, c'est le palais présidentiel. Mais c'est une idée de Macron, ça. Non, on va l'appeler traité du Quirinal. Pensant, lui, à traité de l'Élysée. Mais au terme de la Constitution italienne, ce n'est pas le président de la République qui signe les traités internationaux. C'est le président du Conseil. À l'époque, c'est M. Mario Draghi. Donc, il y a eu une grande cérémonie à Rome. Alors, j'aurais pu vous présenter encore d'autres photos où on voit Mario Draghi, Emmanuel Macron, président du Conseil Mario Draghi, président de la République Emmanuel Macron, et le président de la République, Sergio Mattarella, ensemble. Mais Mattarella ne peut pas signer, mais il est là. Et il y a une grande cérémonie à Rome. Tous les médias italiens en ont parlé avant, pendant, après. Dans Le Monde, quelques lignes. Dans Le Figaro, quelques lignes.
aucun reportage du côté français. C'est typique de cette asymétrie des relations entre les deux pays. L'Italie a accordé une énorme importance, elle y accorde toujours une énorme importance. La France a signé ce traité, mais il n'y a pas eu l'accompagnement, le même accompagnement que du côté italien. Ce traité énonce toute une série de coopérations qui existent déjà et qui doivent se renforcer à tous les niveaux. Et d'ailleurs, depuis ce traité, effectivement, il y a énormément de rapports institutionnels. Ça a donné aussi une impulsion, en particulier donc au niveau institutionnel, mais aussi dans les milieux économiques, entre le patronat italien et le patronat français, qui travaillent ensemble depuis longtemps, mais il y en a encore plus, de coopération universitaire. Et même, par exemple, actuellement, les gens du cinéma, vous savez que dans les années 60, il y avait énormément de coproductions franco-italiennes qui ont fait la gloire du cinéma italien. Et actuellement, justement, les producteurs de cinéma essayent de relancer les coproductions franco-italiennes. Il y a des projets aussi en matière d'édition. Alors, ça, c'est typique. C'est typique de ce que je veux illustrer, c'est-à-dire, d'un côté, il y a cette proclamation de la convergence. Oui, on va faire avec vous juste après l'Allemagne. Vous vous rendez compte, vous êtes le deuxième pays avec lequel on va faire un traité. L'Italie, ben oui, vous êtes le premier pays avec lequel on va faire ça. Maintenant, l'Italie essaye d'obtenir un traité avec l'Allemagne, d'ailleurs. C'est très intéressant pour ceux qui s'intéressent aux questions de politique européenne, cette multiplication des possibilités de traités bilatéraux au sein même de l'Union européenne. Et ce traité a été signé. Et puis, dernier exemple, qu'est-ce qui se passe depuis 2022 ? Petit rappel d'histoire très présente. Septembre 2022, élection anticipée, et c'est une coalition de droite italienne, 3 partis, la Ligue de Matteo Salvini, Forza Italia de Feu Berlusconi et Fratelli d'Italia, Frères d'Italie, un parti dirigé par Giorgia Meloni. Et cette coalition l'emporte, mais Giorgia Meloni va devenir la présidente du Conseil depuis le mois d'octobre 2022 parce que Fratelli d'Italia est passé de 4% des voix à 26% des voix en quelques années. Elle est donc le parti est un parti dominant de cette coalition. Et cette femme, Giorgia Meloni, 45 ans, est une femme romaine, qui a commencé la politique très jeune dans les organisations de jeunesse du mouvement social italien. Lorsqu'on a beaucoup parlé de Giorgia Meloni, la télévision italienne a repris une de ses interviews où elle est toute jeune, elle a 18 ans, 19 ans, et où elle dit que Mussolini a été le plus grand chef d'État. Elle est fasciste. C'est une fasciste. C'est une fasciste qui va connaître une évolution. Elle va prendre un peu de distance, notamment sur une question, comme font tous la plupart de ces anciens fascistes. Le fascisme, on n'a pas connu, on n'était pas né, ça c'est un des grands arguments. Deuxièmement, ça n'a pas toujours été formidable. Et 3, ils ont fait quelque chose de terrible, qui sont les lois antisémites de 1938. Mais on ne comprend pas pourquoi. Jamais. On regrette ces lois antisémites. Elle a connu une évolution incontestable de ce que j'appelle, moi, c'est un élément à discuter, d'une extrême droite à une droite radicale, pour expliquer pourquoi je fais ces distinctions qui ne sont pas simplement les miennes, nationaliste, conservatrice, populiste, parfois réactionnaire, avec un président, allez, qualifions-le pour éviter toute controverse, disons, du centre. Alors j'ai fait exprès de prendre cette photo amusante, parce qu'on a l'impression qu'ils s'embrassent comme du bon pain. Au début, là encore, si vous vous souvenez un peu, si vous avez suivi l'actualité, ça commence très mal. À peine les élections faites, on a des déclarations de notre première ministre, Madame Borne. Madame Borne, pardon, je fais 2 confusions, petit moment de fatigue, j'ai oublié son prénom. Elisabeth Borne, non. Elisabeth Borne et Laurence Boone, merci, secrétaire d'État aux Affaires européennes, qui disent en gros, attention, on va surveiller ce qui va se passer en Italie. Évidemment, la droite proteste, mais aussi la gauche, en disant on a perdu les élections, mais la France n'a pas, encore une fois, à nous donner des leçons de démocratie. Toute une série d'événements vont commencer avec des tensions très fortes sur la question des migrations, sur des questions économiques, sur des questions de politique internationale, des accusations des deux côtés
Ça commence très très mal, cette relation franco-italienne, sous l'égide de Giorgia Meloni, donc au Palazzo Chigi à Rome, c'est-à-dire le siège de la présidence du Conseil, et à l'Élysée avec le président Macron. Les tensions sont effectivement très fortes et il y a des divergences importantes au point que Giorgia Meloni, dans sa conférence de presse de fin d'année, au mois de décembre, elle est interrogée sur quoi ? Sur le traité du Quirinal, sur ce traité-là. Et qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit « je ne connais pas ». Elle est une grande dirigeante politique. Elle le connaît d'autant mieux que son parti a voté contre au Parlement. Elle dit « je ne connais pas, je vais regarder ça d'un peu plus près, je ne sais pas en quoi il consiste ». Donc les tensions sont très très fortes. Et puis progressivement, malgré leurs désaccords, les deux vont se rencontrer et vont agir ensemble. Alors pourquoi ? Mais toujours ce balancement entre des moments de tension, d'incompréhension, de jugement, de nom d'oiseau qu'on s'envoie, et puis des moments d'accord. En ce moment, il y a un moment d'accord. Sur quoi ? Sur au moins 3 sujets. Le premier, c'est que la France et l'Italie sont 2 pays endettés, très endettés. L'Italie encore plus que la France. Et donc ces 2 pays ont besoin au sein de l'Union européenne de renégocier de ce qu'on appelle le pacte de stabilité, ce qui est à l'ordre du jour de l'Union européenne. Est-ce qu'il faut garder les mêmes critères, 60% de taux de débit public, de dette publique, pardon, et 6%, non 3% pour le déficit public. La France et l'Italie veulent de l'assouplissement et se heurtent à l'Allemagne, à ce qu'on appelle les pays frugaux, les pays du Nord. Et donc France-Italie, malgré leurs divergences, c'est clair qu'ils ne sont pas dans les mêmes sensibilités politiques. Vous pouvez les qualifier comme vous voulez pour Macron, mais ce n'est pas la même sensibilité politique que Giorgia Meloni. Mais là, il y a un point d'accord. Donc il faut agir ensemble. Et ils agissent ensemble à tous les niveaux en ce moment dans le Conseil européen. Deuxième question, la guerre en Ukraine. La France et l'Italie sont sur la même position, comme la plupart des autres pays de l'Union européenne, je dis bien la plupart. Il faut soutenir la Russie, il faut soutenir l'Ukraine contre la Russie. Je commence à fatiguer parce que ça fait deuxième. Il faut dire que... enfin bon, passons. Corbière, ce matin, a dit qu'il fallait être tous unis derrière Jean-Marie Le Pen. Pardon, Jean-Luc Mélenchon. Bon, donc, voilà. Il n'y a pas que moi qui fais des lapsus. Bon, je me reprends. Donc, deuxième point de convergence, la guerre en Ukraine. Et c'est un point, d'ailleurs, très important pour la politique italienne. Giorgia Meloni s'est rangée du côté de Zelensky et de Kiev immédiatement contre l'avis de ses alliés, la Ligue et Frères d'Italie, qui sont des partis, et décidément Forza Italia, qui sont des partis pro-russes. Et non seulement ça, mais elle envoie des armes, et elle a continué à envoyer des armes, comme avait commencé son prédécesseur. C'est important parce que ça se heurte à 2 sensibilités très présentes en Italie, qui sont des sensibilités pacifistes, celles héritières du communisme italien et celles liées au monde catholique. Troisième sujet, les migrations. Il faut arrêter ces controverses, il faut arrêter ces différends, il faut qu'on essaye de trouver des solutions de compromis. Et la solution de compromis a été trouvée dans un récent Conseil européen qui s'est déroulé en Espagne, et c'est la doctrine italienne qui l'a emporté, c'est-à-dire des restrictions de plus en plus fortes, des contrôles de plus en plus durs sur les migrations. C'est l'Italie qui a imposé son point de vue, qui a repris le gouvernement français, comme tous les gouvernements, à l'exception de l'un d'entre eux, les Hongrois, qui s'opposent à la répartition des migrants de l'Union européenne. Or, M. Viktor Orban est par ailleurs le grand ami de Giorgia Meloni. Donc, on en est là de cette situation franco-italienne, caractérisée donc, vous l'avez compris, par ces moments de tension, ces moments d'accord. Mais je voudrais terminer en vous donnant 2 sondages. Pourquoi je vous donne ces sondages ? Parce que Sciences Po et cette université, alors Jean-Yves a donné l'acronyme, LOUIS, ça veut dire Libre Université Internationale de Sciences Sociales, c'est un peu l'homologue de Sciences Po, c'est une université de sciences sociales qui est à Rome. Depuis 5 ans, nos 2 universités organisent ce qu'on appelle des dialogues franco-italiens pour l'Europe. Et chaque année, on fait un sondage. Et en 2019, on a fait un sondage pour savoir un peu quelle était l'image et les rapports, les relations, la perception des Français et des Italiens respectifs. 2019, c'est un moment de forte tension politique entre Paris et Rome. Tellement forte que, puisque un des grands chefs du gouvernement de l'époque, appartenant à un mouvement qu'on appelle le mouvement 5 étoiles, M. Luigi Di Maio,
était venu en France, sans prévenir les autorités françaises, sans prévenir son ambassadrice, pour venir soutenir les Gilets jaunes au moment où ça a explosé de partout, se faire photographier, la France est folle furieuse et rappelle son ambassadeur, M. Christian Massé, pendant une semaine à Paris. Ça ne s'était pas fait depuis 1940. Donc la tension est très forte. On fait ce sondage en juin. Et on demande, est-ce que vous avez de la sympathie pour les Italiens ou pour l'Italie? Et est-ce que vous avez de la sympathie pour la France ou les Français? Regardez les chiffres. 56% des Français ont de la sympathie pour l'Italie et 64% pour les Italiens. 38% du côté italien, 33%, oui, enfin, vous voyez les chiffres, sympathie très faible. Et surtout, ça a été ce qui les a plus choqués. Vous voyez la proportion d'antipathie, 33% d'antipathie. 33% d'antipathie. Ça a été un moment, quand on a dévoilé ce sondage, ça a choqué. Ça a choqué les responsables économiques. La France, les entreprises françaises sont très fortes en Italie, dans tous les domaines. Banque, assurance, agroalimentaire, luxe, électronique. Et donc, les responsables de ces entreprises disaient, mais il y a peut-être 33% de nos cadres et de nos employés italiens qui ont de l'antipathie pour nous. Alors que les Français ont cette sympathie qui, historiquement, n'a pas toujours existé. Il y a une grande sympathie, a priori, pour l'Italie. Sans doute, moi c'est mon hypothèse, je ne peux pas le démontrer, reposant sur des clichés, justement. Hein, l'Italie, c'est encore une fois ce beau pays, etc. Mais on connaît mal, mais on a de la sympathie. Et alors, il y a eu un grand débat. Oui, mais on a fait cette enquête en 2019, c'était un moment de tension. Donc, est-ce que c'est conjoncturel ou c'est structurel? Et donc, on a refait un sondage cette année. On a reposé à peu près les mêmes questions. Excusez-moi, je vous le donne en italien, mais ça fait un petit moment, justement, d'Italie. Cette fois-ci, la sympathie des Français monte à 78%. Encore plus sympathie. Alors, vraiment, les Italiens... Alors, d'ailleurs, il y a d'autres enquêtes qui montrent que les Français, pour les Français, c'est l'Italie qui est le pays le plus... Et les Italiens, les pays et la population la plus sympathique après les Belges. Et parce que les Français pensent que tous les Belges parlent français, puis après les Canadiens, parce que les Français sont persuadés que tout le monde au Canada parle français, mais juste après, c'est l'Italie. Donc, il y a plusieurs enquêtes qui ont été faites comme ça. Et cette fois-ci, effectivement, l'antipathie est beaucoup descendue, comme vous le voyez, 16%. Mais c'est l'indifférence qui l'emporte. Plus d'un Italien sur deux est indifférent à l'égard de la France. Alors, puisque cette conférence est aussi une conférence à la fois historique, politologique, mais aussi pour, si vous êtes venu là parce que vous avez un certain intérêt pour l'Italie, prenez ça en compte. Prenez ça en compte que vous travaillez avec l'Italie ou que vous alliez simplement en Italie. Il y a eu un sentiment anti-français réel, minoritaire, mais réel, sur lequel jouent les partis de la droite italienne, incontestablement. Et ils vont en rejouer au moment des élections européennes. Il faut le savoir. Je peux même vous dire qu'il y a eu des séries d'incidents en 2019 avec des commerçants, des restaurateurs minoritaires. C'est remonté dans nos consulats, on n'en a pas dit grand-chose publiquement, d'Italiens qui refusaient de servir des Français. La première fois que ça arrivait. Donc il y a un climat de ce type-là qui a changé, mais aujourd'hui, 52% d'indifférence. Et tout ce qui peut apparaître dans les relations, y compris au restaurant, à l'hôtel, sur un lieu touristique, qui pourrait apparaître comme une forme d'arrogance française, dites-vous bien que près d'un Italien sur deux, peut-être, j'emploie un mot, s'en contrefiche pour ne pas dire autre chose des Français. Donc, c'est question politique. Très souvent, on dit la politique, ça n'intéresse pas les gens, mais ça a un effet. Ça a un effet sur les opinions. C'est pour ça que je vous ai donné ces deux sondages. Alors, je termine vraiment, je suis un peu long, excuse-moi Jean-Yves, mais je termine en disant que vous avez compris, j'ai voulu vous montrer la complexité de cette relation franco-italienne. C'est contentieux, j'ai plus insisté sur les contentieux, sur les moments de tension, sur les moments de crise. Mais évidemment, il faudrait rééquilibrer cette conférence en disant que, évidemment, on a quand même beaucoup de choses en commun entre Français et Italiens. Merci.